Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak, et aujourd'hui nous parlons de Dynamite, l'épisode du 24 janvier 2024. Comme d'habitude dans ce podcast, nous allons parler dans un premier temps du match ou du segment qui était le plus marquant pour le show, et ensuite nous parlons du reste du show. Et pour commencer cette petite vidéo, j'ai envie de parler du main event. La semaine dernière, on avait ouvert avec le main event, un Hook contre Samoa Joe, un match où j'ai failli péter mon crâne tellement Hook ne scellait rien et que ça réduisait l'impact du champion. Cette semaine, je veux pas dire que c'était aussi pire, mais ils nous ont refait le coup. On a eu Adam Copeland contre Minoru Suzuki, la légende. Minoru Suzuki, 55 ans, légendaire, hein, un physique incroyable. Quand on le voit sur le ring, on croirait voir Brock Lesnar. Hein, le mec, tu comprends, quand tu le vois, t'as peur. Hein, putain, imagine les coups qu'il te fait, à quel point ça doit faire mal, quoi. C'est attention à Minoru Suzuki. Hein, puis, je pense, vu le gabarit qu'il a, il faudra au moins 3 Gunther et 2 Brock pour le passer à tabac. Hein, pour qu'il se mette enfin à selle, il faudrait au moins ça, je pense. Hein. Edge qui est du coup l'un des plus gros noms de la compagnie, qui depuis qu'il est dans la compagnie AEW n'a strictement rien fait d'intéressant, hormis la première promo qu'il a eue avec Christian. Les matchs qu'ils ont eu ensemble auraient dû être intéressants, mais à chaque fois le final était overbooké et gâchait tout le putain de match, qui était bien jusque-là. Et il fait rien. Edge ne fait rien dans cette compagnie. En quoi Edge est intéressant dans cette compagnie ? En quoi il est intéressant ? Pourquoi il affronte Minoru Suzuki ? Qu'est-ce que ça apporte à Edge ? Et surtout, qu'est-ce que ça va apporter à son adversaire pour le futur de la compagnie ? On pourrait utiliser ce match de main event pour remettre effectivement Edge sur devant la scène en mode Christian, comme il a fait à la fin du match. On va le voir à la fin du match, mais il va faire une promo en mode quand il va gagner. Christian, je t'oublie pas, je t'ai toujours dans le collimateur, j'arrive pour toi. C'est très bien ça, c'est très très bien, et ça faut conserver. Mais on aurait pu avoir ça avec un adversaire qui aurait pu sell pour Edge, pour le rendre beaucoup plus crédible et dangereux. Donc Edge aurait pu être mis plus over, et surtout son adversaire, quelqu'un qui est constant à la AEW, un talent persistant à la AEW, pas Minoru Suzuki qui est un part-timer, qui est une légende qui vient de temps en temps et qui ne va rien apporter à la compagnie. Il n'y a pas de projet Minoru Suzuki, aucun. On aurait pu mettre, je ne sais pas, n'importe qui, un Hobbs, un Ricky Starks, il y a tellement de noms, en fait, tellement de heels qui peuvent proposer un bon match pour Edge, qui peuvent être mis over par Edge, et même s'ils perdent, ils ont été dans le main event avec une grosse star. Pourquoi Minoru Suzuki ? Ça ne fait qu'enterrer, qu'enfoncer la qualité de ton produit. Parce que peut-être que je vais en choquer plus d'un. Mais Minoru Suzuki, légende ou pas légende, pour moi, à la télé qui n'aura pas New Japan, quand je le vois, c'est un pecno. C'est un pecno. Qu'il ait fait de l'UFC, de la MMA, j'en ai rien à péter. Quand je le vois devant mon écran, 55 ans, un physique qui ne ressemble à rien, et des matchs qui ne ressemblent à rien non plus. Edge est un superbe catcheur, avec son âge, il est capable de proposer, je pense que c'est un des meilleurs catcheurs sur le circuit par rapport à son âge. Lui et Christian, c'est incroyable la shape qu'ils ont et la qualité de match qu'ils peuvent avoir à leur âge. Impressionnant. Rien à voir avec les Jericho ou alors les Suzuki. Et là, on va faire un match typique de Suzuki, alors qu'on devrait faire un match qui correspond plus à Edge. Beaucoup plus court alors, dans ce cas-là, si Suzuki peut pas prendre trop de bump, plus court, c'est pas grave. Mais on fait un match qui ressemble à quelque chose, pas ce foutoir où deux mecs se foutent des mandales tout le long. C'est un match où juste les deux gars vont se foutre des coups de coude comme pas possible. Et quand je vois que Edge fait une tête de plus, qu'il est beaucoup plus musclé que Minoru Suzuki, qu'il est plus jeune, bref, qu'il a toutes les raisons du monde d'écraser son adversaire à ce niveau-là, et que c'est Minoru qui no-sell les coups de Edge, et c'est Edge qui oversell les coups de Minoru Suzuki, putain, ça la fout mal, bordel. Ça la fout mal. Qu'est-ce que ça apporte à Edge de le voir se faire rétamer la gueule par un vieillard qui a un physique ingrat ? Non mais sans déconner. Et encore une fois, c'est pas le pire. Enfin, là j'en ai peut-être des caisses. C'est un match qui est pas très beau, quoi. Il y a rien dans ce match. Il y a juste deux mecs qui se foutent des coups. Il y a pas de prise, il y a pas de gradation. Il y a juste Edge qui fait allez reviens. C'est sanguin, quoi. Donne-moi encore plus. Je veux encore plus de coups dans la gueule. Bref, c'est que ça pendant tout le match.
Et vient le moment où Edge te cale son putain de spear sur le VR de 55 ans, à pleine vitesse, à pleine balle, compte de 2. Ok, pourquoi pas, c'est une légende, on veut protéger la légende, ça me va. Mais là, ce putain de Minoru Suzuki qui nocelle, je suis sûr que Moxley s'est inspiré de lui, et Hook qui s'inspire aussi de ce connard et de ce que dit Moxley. Compte de 2. Et Minoru, il se relève, tranquille, il se relève un peu comme l'Undertaker en relevant le buste, et il se met à sourire, à rigoler. Il vient de se manger le finisher de Edge, et il se met à rigoler, réduisant aussi l'impact du finisher de Edge. Maintenant, on a Samoa Joe qui a un finisher qui ne fait plus rien, sur un tout petit gars, un petit jobber qui n'a rien fait dans le business, et on a Adam Copeland, là, l'autre gros nom babyface de la fédération, qui a lui aussi son finisher qui ne sert à rien, puisque un viard de 55 ans qui a un physique ingrat, le nocelle. Bah bravo, c'est bien, c'est du beau booking, c'est du parfait booking ça, rien à dire, chapeau bas. Oh putain, c'est de la branlette catchesque. Fait pour des fans qui aiment se toucher la nouille. Quand je vois Edge et Suzuki sur le même ring et que les fans chantent Holy shit, moi je suis là dans mon écran, je fais mais les gars, mais ça va pas à la tête ou quoi là? Ça va pas à la tête? Bon, je peux comprendre, peut-être que c'est des gros fans hardcore de New Japan, et c'est vrai que de voir des légendes de New Japan avec d'autres légendes de la WWE, ça peut faire quelque chose. Mais quand j'entends les fans chanter This is awesome, là c'est trop. Quand j'entends chanter This is awesome, alors qu'on a juste vu deux gars qui se foutent juste des mandales tout le long sur le ring et qui nocellent les mandales, puis qu'il y a des gars qui nocellent les spears et qui chantent This is awesome, c'est ça le bon catch pour vous? C'est ça les bons matchs? Les bons matchs, c'est des gens qui nocellent les coups? Et du coup, ils sont trop badass, des badass, je ne sais rien, badass, la Moxley là, c'est ça les bons matchs pour vous? Mais je comprends, hein, parce que Moxley se tape des 5 stars à tous ces putains de matchs. C'est ce que Meltzer il aime, c'est ce que il vous apprend à aimer et que vous aimez du coup. Mais il n'y a aucun enjeu dans ces putains de matchs, il n'y a aucune intensité, aucune gravité, il n'y a rien dans ces matchs. Le main event était nul. Nul à chier. Et ça me fait chier pour Edge. Parce qu'encore une fois, Edge, je le redis, mais quand j'étais gosse, Edge, c'était de loin mon catcheur préféré quand il a fait son retour au Rumble en 2020. Mais j'étais pas bien, j'ai failli lâcher ma larme, j'en revenais pas. Après, il a un parcours intéressant, peut-être un peu trop long, mais on a une vérité face à Orton qui était intéressante sur le papier à la WWE, qui était sympa comme tout. Le mec avait quand même une carrière qui continuait, il devenait de moins en moins intéressant, mais putain, c'était Edge quoi. Et là, la magie, l'aura de Edge a totalement disparu. Là où, je vais quand même le dire, Christian à l'AEW, je trouve qu'il a su redorer son blason et remettre en avant tout son talent, et je pense même qu'il est encore plus over et plus charismatique qu'il était à la WWE quand il y était. Je trouve que Christian a vraiment redoré son image, mais Edge, waouh, Edge, la magie elle est pas là. L'aura de Edge elle est pas là. En tout cas c'est mon avis, c'est ce que je ressens. Bon, ça c'était pour le main event. Par la suite du show, on parle un peu de tout le reste, de tous les matchs qu'on a eu très rapidement. Le show s'est ouvert. Ah oui, bah oui, il faut parler de ça. Le show s'est ouvert sur Samoa Joe. Samoa Joe. Donc le champion fait son entrée et va du coup rappeler que la semaine dernière il a battu Hook et que du coup, voilà. Il attend pour le prochain prétendant au titre, il faudra mériter sa position. Donc il attend, il s'attend qu'il y ait plusieurs superstars qui se ramènent pour challenger Samoa Joe pour un shot pour le titre. Et là c'est Hook qui fait de nouveau son entrée et qui va te caler une promo si nulle. Après, ok, la promo sur le papier était nulle à chier, mais au moins il sait que la promo c'est pas son fort. Donc il va faire très court pour pas que ça dure trop longtemps. En soi, si vous vouliez absolument que Hook fasse une promo, c'était ce type de promo qu'il fallait faire, parce qu'il n'est pas capable de faire quelque chose de plus. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il faut pas mettre Hook si tôt et le faire no-sell si tôt, et le mettre autant en avant, et le faire concurrencer des main eventers, parce qu'il n'est pas encore prêt pour faire le job sur du long terme. Il n'est pas prêt, ça se sent en promo. Si tu veux être dans le main event, dans des rivalités et te battre contre les plus grands, notamment le champion du monde de la fédération, il faut être prêt à assurer aussi en promo. C'est hyper important. Et il n'est pas prêt. C'était le mauvais move de le faire
de le faire no-sell la semaine dernière, c'était totalement mon mauvais move parce qu'il n'est pas encore prêt. Et là, il va repartir pour jobber face à plein de mid-quart d'heure. Et tant mieux, il a beaucoup de talent. Il faut qu'il progresse. Il lui faut le temps pour qu'il progresse parce qu'il a du potentiel, ce gamin. Mais il faut qu'il bosse sa putain de promo. Et honnêtement, je sais pas s'il y a Est-ce qu'il y a des coachs à l'EW? Est-ce qu'il y a une école comme à la WWE où on éduque, on élève les talents? Est-ce qu'il y a des gens qui entraînent Hook comme des gens sont en train d'entraîner Jade Cargill actuellement? Je me pose la question, sincèrement, parce qu'il a besoin de bosser, ce mec. Ce serait trop dommage qu'il ne bosse pas. Il a tellement de talent. Tellement de putain de talent. Mais bon, la promo, c'était quoi? Hook arrive et va littéralement regarder Samoa Joe, prendre un micro et faire... La semaine dernière, t'as gagné, j'ai perdu, je te serre la main... Joe lui serre la main. Mais rappelle-toi, je vais revenir. Et il se barre. Et Joe est en mode... Bon bah c'est cool. C'est cool, Hook, t'avais pour toi. Bon maintenant, ramener de la sécurité pour évacuer le pauvre garçon. Le fait que Joe amène la sécurité, c'est une bonne chose, c'est bien, ça va avec son personnage, il est en costard, il est classe, il a pas envie de salir les mains une fois de plus, donc la sécurité, évacuez-le parce que j'ai pas envie d'avoir à traîner avec ce genre de gars. Et là pareil, je veux dire, Hook c'est un babyface, il va faire un truc qui je suis sûr que Tony Khan a cru que ça allait être trop badass et que les fans allaient super réagir. Mais non, c'était nul parce que ça faisait pas de sens. La sécurité arrive cordialement pour dire à Hook... Ok, maintenant va-t'en parce que sa promo est finie. C'est pas comme si la sécurité le coupait court. Il avait terminé sa promo, il n'avait plus rien à dire à Samoa Joe. La sécurité vient juste pour lui dire bon bah ok, vas-y, rentre dans le bercail. Un bon babyface, qu'est-ce qu'il aurait fait? Un bon babyface face à une sécurité qui ne lui veut pas de mal, qui lui dit juste bah voilà, t'as terminé ta promo. Il aurait regardé Joe avec intensité, juste intensité, exactement comme CM Punk et Cody Rhodes l'avaient fait. En s'écartant du ring tous les deux, on sera en droit dans les yeux avec énormément d'intensité, en mode t'inquiète, je suis dans le collimateur, mais on en reparlera plus tard. Et ensuite repartir, mais à aucun cas se mettre à agresser brutalement les membres de la sécurité alors qu'ils ne t'ont absolument rien fait. Hook pète un câble et se met à allumer 3 membres de la sécurité. Samoa Joe il fait bon bah très bien, je vais quitter le ring parce que je comprends pas trop ce qui se passe. Hop, il les termine tous. Et là, il se la pète, il est trop badass, et il quitte le ring, et la foule ne pop pas. Parce que c'est naze, Putain, c'est pas comme s'il tapait les gens de sécurité parce qu'il l'empêchait d'agresser Samoa Joe. La sécurité ne l'a empêché de rien faire. La sécurité lui a juste dit de retourner dans le vestiaire alors qu'il avait terminé ce qu'il avait à faire. Hook n'avait plus rien à faire dans le ring. Pourquoi il s'est mis à les agresser? Parce qu'il faut pas lui dire quoi faire, c'est ça? Parce que si on lui dit quelque chose, parce que si, je sais pas, admettons que le American Dream arrive pour lui demander une faveur, qu'est-ce qu'il va faire? Ou qu'il va se mettre à l'agresser comme ça? Tu me donnes pas de conseils? Tu me dis pas quoi faire là? C'est sans déconner! Il paraît nul! Il paraît con ce catcheur! Il paraît débile! Putain! Booker of d'hier! Bordel! J'en ai marre! On a eu un match. Pentagone contre Hangman Adam Page. Je suis pas fan des deux lutteurs, mais je comprends l'intérêt de ce match sur le papier. Adam Page est vu pour concurrencer Samoa Joe en espérant que ce soit pas un triple threat à Revolution. Par pitié, ça va être un triple threat. Hein. Ça va être un triple threat. Vous allez la voir. Ça va être chiant, mais ça va être le cas. Mais du coup, je comprends l'intérêt. Il faut booker, il faut builder Adam Page comme il faut builder Swerve Strickland. Donc, on leur donne des adversaires de valeur au sein de la EW. En l'occurrence, Pentagon, El Cerro-Miedo, même si je peux plus le saquer parce qu'il fait toujours la même putain de choses, ça reste un adversaire de renom. Et du coup, le match, c'est un truc classique. Hein. On va avoir du Adam Page classique, du Pentagone classique. Rien de bien surprenant. Adam Page l'emporte, c'est la bonne décision. On va pas s'attarder là-dessus, c'était la bonne chose. Mais ensuite, on a eu Wardlow contre Trent Beretta. Et Wardlow, c'est le type de match où il faut mettre en avant Wardlow puisque c'est celui qui est dans la nouvelle faction. C'est celui qui est mis en avant cette faction. C'est la force brute, celui qui est vu pour remporter le gros titre. C'est le mec qui squashait des tas de jobbers à l'époque. Et il affronte Trent Beretta. Trent qui n'est personne. C'est le pote d'Orange Cassidy. C'est tout ce qu'il est. En soi, c'est un parfait jobber. Une bonne fédération qui aurait fait un booking correct pour mettre over les bons talents aurait fait de ce match un match de 4 à 5 minutes, pas plus, où Trent se serait vite fait défendu, très vite fait,
Mais Wardlow l'aurait atomisé du début à la fin. Parce que c'est lui qu'on met over, c'est lui la menace, c'est lui qu'on veut représenter comme une menace qu'on ne peut pas battre. Vous vous rappelez encore une fois de l'époque où Wardlow terrassait des tas et des tas et des tas d'ennemis jusqu'à ce qu'il tombe face à CM Punk et il avait terrassé CM Punk. Et là on s'est dit, ok, Wardlow, on déconne zéro avec lui. Wardlow a eu plus de mal face à Trent Beretta que face à CM Punk. Putain. Donc, Wardlow l'emporte, ce qui est la bonne décision, mais pas de la bonne manière. C'est le type de match qui doit durer pas longtemps, ça. C'est des matchs qui servent à élever les talents. Ça sert à rien de faire des matchs sportifs dans un contexte Wardlow contre Trent Beretta. Ça ne sert à rien de dépasser les 5 minutes dans ce type de match. Absolument à rien. Il ne faut pas même. C'est contre-productif. La suite, dans la même veine que Adam Page contre Pentagon, on a eu Swerve Strickland contre Jeff Hardy. Donc pareil, Swerve qui est prétendant au titre de Samoa Joe, qui affronte un adversaire de renom, Jeff Hardy. Petit match compétitif, pourquoi pas. Swerve Strickland, le heel, est plus over que Jeff Hardy. Et putain, pourquoi il est pas face ce mec? Pourquoi il est pas face? Il a tout pour lui. Il y a le mec qui danse à côté de lui, les fans ils dansent avec lui, il a une musique qui est stylée, il est charismatique. Enfin, mais faites de lui un face, putain! Enfin non, s'ils font de lui un face, les fans de la WWE vont se mettre à lui parce que les fans de la WWE n'aiment pas les faces et aiment les heels, j'ai l'impression. En fait, je pense que c'est un truc à double ressort. J'ai l'impression que c'est à la fois la faute des fans qui sont un peu trop des marques et qui sont en mode ouah, les heels ils sont trop cool. Moi j'aime bien aimer les heels parce que vu que je suis un fan marque, j'aime bien faire autre chose. Je suis un peu plus intelligent que les autres fans. Du coup, j'aime bien faire des choses un petit peu différentes, vous voyez ce que je veux dire. Moi je sais que c'est des heels et je les trouve trop cool les heels. Il y a un peu de ça, et en même temps il y a aussi une faute au booking. Parce qu'encore une fois, quand t'as des bons babyface, des babyface de renom, des babyface qui savent faire leur putain de job, et je pense au Punk, je pense au Edge, et je pense même au MJF quand ils essaient de faire un face, excusez-moi. Et bah quand les mecs ils savent bosser et ils savent se comporter en tant que face, les fans les aiment. Bon bref, je pense que c'est une faute à la fois des fans et à la fois du booking de Tony Khan. Très rapidement, on a eu aussi un segment en coulisses où on a vu les Young Bucks se pavaner encore une fois en tant que vice-président avec leur look ridicule, avec leur moustache ridicule et se la jouant de manière totalement ridicule. Et en gros, ils vont se balader et ils vont un peu dire aux caméramans et des officiels, fais mieux ton boulot, je sais pas quoi, là on n'est pas content de ce qui se passe et ne nous interrompez la prochaine fois. Et ils vont voir une équipe et ils vont un peu se la jouer en mode ça va les gars, à vous je vous aime bien et tout, vous êtes bien, ok, à bientôt dans les coups. Enfin, mais cela joue grave. Et encore une fois, c'est pourquoi ces gars ne servent à rien dans le business, n'accompliront jamais dans le business et ne seront jamais des draws. Même quand on leur donne les personnages avec lesquels ils peuvent avoir le plus de potentiel, des personnages de heel, arrogants, avec de l'abus de pouvoir, égocentriques comme pas possible, là, ils sont totalement à leur place. C'est dans cette optique-là qu'on peut faire le plus de choses avec les Young Bucks. Et bah même dans l'élément dans lequel ils peuvent être le plus à l'aise, ils ne peuvent pas s'empêcher d'en faire trop. Et du coup de se ridiculiser. Je ne trouve plus ces heels agaçants comme un Dominic Mysterio par exemple. Je ne les trouve plus juste agaçants, je les trouve risibles, ridicules. Ils font pitié en fait. Ils font pitié. Ils dégagent pas de la hit. De la hit en mode putain tu m'agaces, il est insupportable ce mec, mais faut lui une claque. C'est plus, mais les gars, mais dégagez putain. Allez les enfants, retournez jouer là, laissez les adultes parler, vous voyez ce que je veux dire? Ils font pitié. Dans leur costume à 2 balles, ils surjouent constamment. C'est du surjeu constant les Young Bucks. Et dire que c'est eux qui vont dans le dernier match de Sting, ça va être compliqué, hein. On va en reparler de ça, juste après, on va en reparler, vous inquiétez pas. On a eu Thunder Rosa contre Red Velvet, un match pour mettre en avant Thunder Rosa, elle a remporté le match contre Red Velvet, c'est la bonne décision, rien à dire de plus là-dessus. Et on a eu aussi eu The Acclaimed et Dadias contre la Mogul Embassy. Pour les matchs par trio, c'est The Acclaimed et Dadias qui a battu la Mogul Embassy. Et enfin, on a eu une promo de Sting et Darby Allin. Et en gros, c'est Darby qui va faire la quasi-intégralité de la promo et va dire à Sting
écoute Sting, pour ton dernier match, j'ai vraiment envie qu'on mette le paquet. On va se battre par équipe pour ton dernier match, c'est ce que je souhaite. On verra face à qui. Et en gros, tout intérêt de la promo, c'est que Darby Allin va dire à Sting qu'avant le dernier match à Révolution, ils veulent être en équipe et ils aimeraient bien être en équipe avec les titres de champion de la fédération. Donc, tout l'intérêt, c'est de dire que, en gros, que leur match face à Révolution, ce serait en plus de ça contre les Young Bucks avec les titres par équipe. Donc, ils veulent affronter Big Bill et Ricky Starks. Et Sting est de la partie. Les fans acclament, c'est quelque chose de légende, les fans aiment bien Sting, les fans aiment bien Darby, ça fonctionne. Ensuite on va Ricky Starks et Big Bill qui vont faire une pro backstage en mode ok les gars, quand vous voulez on vous affronte, il y a zéro souci. Donc on aura ce match très bientôt. Je pense que ce qui va se passer, c'est que soit Tony Khan est un méga marque et ça ne me surprendrait pas, et du coup il ferait en sorte effectivement de totalement oublier Ricky Starks et Big Bill avec lequel il commence à faire quelque chose, même si c'est pas grandiose, il commence à faire quelque chose et on leur tire direct les titres pour que Sting et Darby les prennent et qu'on ait ce match par équipe face aux Young Bucks à Révolution pour les titres, ce qui serait dommage pour Ricky Starks et Big Bill, on va pas se mentir. Ou alors pendant le match contre Ricky et Big Bill, les Young Bucks vont intervenir pour empêcher Sting et Darby d'obtenir les titres, ce qui va donner de la hit aux Young Bucks et donner une raison valable à Darby et Sting de foutre une misère aux Young Bucks à Révolution. Dans tous les cas, cette finalité à Révolution, personne n'a envie de la voir parce que les Young Bucks ont pitié et parce que c'est quand même vachement triste pour un dernier match de Sting. Mais on s'y dirige, hein. Ils vont pas renoncer. De toute façon, Tony Khan ne change pas ses plans. Tony Khan ne change pas ses plans. Quand il a prévu quelque chose, il va aller jusqu'au pay-per-view. Donc on va encore se taper 6 semaines de build entre Sting, Darby et les Young Bucks. On va se les taper. Les Young Bucks sont toujours présents dans les segments avec Sting et Darby. Donc c'est une certitude qu'on va se taper ça. Tout comme c'est une certitude qu'on va se taper le triple threat entre Samoa Joe, Swerve Strickland et Adam Page. Même si c'est la mauvaise décision, même s'il faudrait faire un par un, commencer à faire une transition de Swerve en face et commencer pourquoi pas Révolution avec un match Adam Page contre Samoa Joe en 1v1 pendant que Swerve fait sa transition tranquille pour qu'on ait ensuite le match que tout le monde veut voir, Swerve Strickland en mode full face face à Samoa Joe. Mais bon, non, c'est pas ce qu'il va faire. Ce n'est pas ce qu'il va faire malheureusement. Et c'était tout pour Dynamite. On se retrouve très bientôt pour parler des news. À demain.